É na Constituição que estão as regras de uma sociedade democrática moderna. Também estão previstos na Carta Magna instrumentos para limitar o poder e como ele deve ser exercido. Este conceito evoluiu, gerando novas questões. Mas qual a relação do povo com a Constituição de um país? E como ele participa do controle das ações dos seus representantes? São preocupações como estas que levam os juristas a estudar os fenômenos jurídicos e sociais e a elaborar teorias como a da democracia contínua, desenvolvida pelo especialista francês Dominique Rousseau, o nosso convidado dessa edição especial do Direito Sem Fronteiras. Ele é professor de Direito Constitucional na Universidade Paris I, Sorbonne, e ex-integrante do Conseil supérieur de la magistrature, que se assemelha ao Conselho Nacional de Justiça brasileiro. Presidente do Conselho Científico da Associação Francesa dos Constitucionalistas. Rousseau participou ainda da Comissão Jospin, criada para propor reformas constitucionais visando a moralização da vida política. Eu começo agradecendo a participação do professor. Estamos muito honrados com a sua presença aqui nos estúdios da TV Justiça. Merci à vous, très heureux de votre accueil, très heureux d'être parmi vous ce soir. Professor, o senhor poderia nos explicar quais são os conceitos centrais da teoria da democracia contínua? La théorie constitutionnelle classique distingue deux démocraties, la démocratie directe et la démocratie représentative. La démocratie directe, c'est le régime où le peuple s'exprime directement, sans intermédiaire, par référendum. C'est lui qui élabore, discute et vote la loi. L'autre démocratie, la démocratie représentative, c'est un régime où le peuple élit des représentants et ce sont les représentants qui font la loi. Entre ces deux types de démocratie, j'ai tenté de penser une troisième catégorie de démocratie, la démocratie continue. Qu'est-ce qui la distingue? Ce qui la distingue, c'est que le citoyen ne se contente pas simplement de voter tous les 5 ans, mais qu'il doit pouvoir continuer, d'où démocratie continue, qu'il doit pouvoir continuer à exercer son métier de citoyen entre les deux moments électoraux. Il s'agit d'inventer, de trouver les mécanismes qui permettent aux citoyens d'intervenir dans la fabrication des lois entre deux moments électoraux. La démocratie représentative conduit les citoyens à abandonner tout leur pouvoir aux élus. La démocratie directe conduit les citoyens à avoir immédiatement le pouvoir et parfois sans réflexion, sans délibération. La démocratie continue voudrait compenser les inconvénients de la démocratie représentative, où le peuple est exclu, et l'inconvénient de la démocratie directe, qui est parfois une démocratie de la spontanéité, de l'immédiateté, de l'émotion. La démocratie continue introduit de la réflexion, de la délibération, de la distance, en repermettant aux citoyens d'intervenir dans la fabrication des lois. Juiz, por exemplo, ele pode decidir que uma determinada legislação, uma determinada lei, ela é inconstitucional. Este ato, esta decisão, isso pode ser tomado como exemplo do processo que existe na democracia contínua? Absolument. C'est un exemple de démocratie continue dans la mesure où le citoyen a deux pouvoirs. Le pouvoir de voter, donc il délègue par son vote le pouvoir à des représentants, mais il a un second pouvoir, le pouvoir d'accéder au juge pour demander au juge de vérifier si les représentants élaborent des lois dans le respect des droits fondamentaux qui sont ceux des citoyens et qui sont exprimés dans la Constitution. Gostaríamos de ouvir do senhor uma explicação sobre o que se chama de QPC, Question Prioritaire de Constitutionnalité, a questão prioritária de constitucionalidade, numa tradução em português. Qual é o estado atual da justiça constitucional na França? Alors, la question prioritaire de constitutionnalité est un mécanisme récent. Il date d'il y a 3 ans, 2010,
Et c'est une grande révolution pour la France. La France a été très réservée, très réticente à l'égard du principe même du contrôle de constitutionnalité de la loi. Pour les Français, la loi était au-dessus de la Constitution. La loi était l'expression de la volonté générale, donc elle ne pouvait pas être contrôlée. Et puis, en 1958, avec la Constitution de la Ve République, puis des révisions successives, on a introduit en France le contrôle de constitutionnalité, mais qui était un contrôle a priori, c'est-à-dire qui s'exerçait avant l'entrée en application de la loi. Avec la question prioritaire de constitutionnalité, qui est en vigueur depuis 2010, tout justiciable peut, devant son juge, soulever l'inconstitutionnalité de la loi que l'on veut lui appliquer. Et le juge a l'obligation d'examiner en priorité, d'où question prioritaire de constitutionnalité, le juge a l'obligation d'examiner en priorité si la question soulevée par le justiciable est recevable ou non. Et s'il la juge recevable, cette question est transmise au Conseil constitutionnel qui doit dire si la loi que l'on veut appliquer au justiciable est ou non conforme à la Constitution. C'est incontestablement un progrès. C'est un progrès pour la démocratie et pour la France, c'est une révolution juridique. Pour vous donner un chiffre, jusqu'en 2010, le Conseil constitutionnel rendait 3 à 4 décisions par mois. Aujourd'hui, avec la QPC, le Conseil constitutionnel rend 3 à 4 décisions par semaine, ce qui montre l'accélération du processus de contrôle de constitutionnalité des lois provoqué par la question prioritaire de constitutionnalité. Como o senhor compreende o que hoje se chama de déficit de contrapoder nas democracias modernas? Alors, les contre-pouvoirs sont fortement absents dans les démocraties modernes. Pourquoi ? Parce que jusqu'à une époque récente, on pensait que le Parlement faisait contrepoids à l'exécutif. Checks and balances. L'exécutif, le Parlement. Or, aujourd'hui, dans la plus grande partie des démocraties modernes, l'exécutif et le législatif sont soudés. Celui qui détient la majorité parlementaire détient aussi le pouvoir exécutif. En Allemagne, le Premier ministre, Angela Merkel, elle a l'exécutif et le législatif. Même chose en Italie, même chose en France. Dans toutes les grandes démocraties, au moins européennes, dans tous les systèmes constitutionnels, le Parlement n'est plus en mesure de faire contrepoids à l'exécutif. Et donc il y a un déficit. Il y a un déficit. Et il faut combler ce déficit en imaginant ce qui pourrait aujourd'hui remplir la faculté d'empêcher. Vous savez, Montesquieu distinguait la faculté de statuer et la faculté d'empêcher. Alors à son époque, la faculté de statuer, c'était le roi, et la faculté d'empêcher, c'était le Parlement. Bon, aujourd'hui, c'est plus ça. Il faut donc imaginer les institutions qui vont agir, qui vont exercer cette faculté d'empêcher. Et pour moi, il y en a au moins 3, la justice, la presse et les universités. Il convient donc d'assurer à ces 3 institutions, justice, presse et université, une indépendance de formation, indépendance de nomination, indépendance institutionnelle, qui permet ainsi de faire contrepoids au bloc exécutif legislatif. Professor, uma declaração sua, que é bastante conhecida, que foi publicada, inclusive, em uma das suas obras. O século XIX é o século dos parlamentos. O século XX é o século das constituições. E o nosso século? Alors, j'espère que notre siècle sera le siècle du citoyen du monde. On a eu effectivement le Parlement
la justice constitutionnelle, le XXIe siècle devrait être le siècle du citoyen, mais pas du citoyen brésilien, français, espagnol, argentin, américain, le siècle du citoyen du monde, car la constitution qui vient, c'est une constitution universelle, la constitution de l'humanité. Vous savez, Habermas, qui est un philosophe allemand, parle de patriotisme constitutionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on compare les constitutions, on observe que, au-delà des différences, constitution fédérale, constitution unitaire, système présidentiel, système parlementaire, au-delà de ces différences, il y a un patrimoine de valeurs partagé par tous les citoyens du monde. La liberté d'aller et venir, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, le droit à la santé, le droit au logement, le droit à l'éducation, tous ces droits. Ce ne sont pas des droits brésiliens, français, argentins, ce sont des droits partagés par tous les citoyens du monde. Et mon souhait, c'est que le XXIe siècle soit le siècle des citoyens du monde. A nossa conversa continua daqui a pouco e nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos a falar sobre constitucionalismo e democracia com o jurista francês Dominique Rousseau. Não saia daí. Porto Alegre vai receber o Congresso Trabalho, Estresse e Saúde, promovendo a saúde total do trabalhador, da teoria à ação. O público-alvo do evento são os profissionais do direito, da saúde, segurança pública, servidores públicos e estudantes, de 18 a 20 de junho. Informações e inscrições no site www.ismabrasil.com.br. Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos recebendo em nosso estúdio o jurista francês Dominique Rousseau. Primeira pergunta deste nosso segundo bloco. A TV Justiça, ela cumpre no Brasil um papel de destaque quando o assunto é a transparência dos atos do Poder Judiciário. Durante muitos anos, o Brasil foi, inclusive, o único país do mundo que transmitiu e transmite até hoje as sessões de julgamento da Corte Suprema. O senhor acredita que a transparência tem efeito sobre a legitimidade dos atos do poder? Oui, et le Brésil est très connu dans le monde entier, non seulement par le football ou le volleyball, mais aussi parce que la Cour suprême est effectivement la première cour au monde à retransmettre en direct les séances de jugement, les séances de délibération. Et pour toutes les cours suprêmes du monde, cette expérience est regardée avec à la fois intérêt et interrogation. Intérêt parce que ça permet de faire une justice démocratique, ça permet de montrer aux Brésiliens comment se prennent les décisions. Interrogation dans la mesure où il y a un risque que cette délibération étant publique, les magistrats prennent des positions pour faire plaisir à telle ou telle partie de l'opinion publique. Donc intérêt et interrogation. Ce qui l'emporte pour mon pays, la France, c'est plutôt l'intérêt. L'intérêt est le Conseil constitutionnel français est la seule juridiction française à enregistrer les séances publiques de la question prioritaire de constitutionnalité. Ces séances sont filmées, enregistrées et diffusées sur le site du Conseil constitutionnel l'après-midi. De sorte que tous les citoyens peuvent voir comment se déroule une audience publique devant la Cour suprême. En revanche, les délibérations au Conseil constitutionnel français restent à huis clos, le secret des délibérés. Nous n'avons pas connaissance de ce qui se dit autour de la table pour rendre, lorsque les magistrats se réunissent pour prendre leurs décisions. On a accès à l'audience publique,
les plaidoiries des avocats, les questions qui sont posées, ça c'est public et retransmis sur le site du Conseil. En revanche, il n'y a pas de publicité des délibérations, des décisions du Conseil constitutionnel. L'expérience brésilienne est vraiment une expérience très intéressante. Je pense qu'elle a pour mérite de provoquer une désacralisation de la justice. La justice est humaine, elle est rendue par des hommes, et lorsque la délibération est publique, les magistrats sont obligés d'argumenter. Ils ne peuvent pas procéder par argument d'autorité. S'ils soutiennent telle ou telle solution, ils sont obligés, en public, de développer une argumentation rationnelle, de trouver de la jurisprudence antérieure ou de la jurisprudence comparée pour expliquer pourquoi ils vont vers telle ou telle solution. Un autre magistrat va prendre une autre direction et va invoquer tel ou tel article de professeur, tel ou tel juge. Et les justiciables voient. La justice ne descend pas du ciel. La justice est faite par des hommes à partir d'une argumentation rationnelle, et les citoyens doivent par conséquent mieux comprendre la décision de justice lorsqu'ils ont vu comment cette décision se fabriquait. Essa dessacralização, essa humanização do juiz, ela é boa para o processo democrático? C'est très bon pour le processus démocratique. C'est bon pour le processus démocratique parce que on trouve normal qu'au moment de la désignation des élus, au moment de l'élection, il y ait une argumentation publique. On trouve normal que les citoyens puissent voir au Congrès, à l'Assemblée nationale, au Sénat, les délibérations, les débats. Il y a une publicité des débats parlementaires. Il est donc normal pour le processus démocratique qu'il y ait aussi une délibération publique des sentences judiciaires, dans la mesure où les sentences judiciaires participent à ce que j'appelle la démocratie continue, qui repose à la fois sur le droit de vote, mais aussi le droit pour les justiciables d'accéder à la justice et donc de voir comment les décisions qui le concernent sont prises. O senhor foi recentemente integrante de uma comissão que tinha o objetivo de propor reformas constitucionais para a moralização da vida política. O que motivou a criação dessa comissão e quais os pontos importantes que foram levantados? Alors, cette commission a été créée par le nouveau président de la République française, François Hollande, en juillet 2012. Et elle était présidée par l'ancien Premier ministre Lionel Jospin. Cette commission comprenait 14 personnes, 7 femmes, 7 hommes, parité, oui. Et essentiellement des juristes qui étaient des professeurs, magistrats, conseillers d'État, qui étaient chargés de réfléchir aux mécanismes possibles pour améliorer l'impartialité de la vie publique. Nous avons remis notre rapport au président de la République le 9 novembre 2012. Et aujourd'hui, mars-avril 2013, vous avez certainement vu que la France est en pleine ébullition avec l'affaire Cahuzac, c'est-à-dire oui. ce ministre du budget qui était chargé de faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État, qui était chargé de lutter contre la fraude fiscale et qui lui-même avait un compte à l'étranger. Donc il est important pour l'avenir de la démocratie française et plus généralement des démocraties dans le monde que ceux qui exercent une fonction publique, qu'elle soit nationale ou locale, qu'elle soit élective ou non, que tous ceux qui sont en charge d'une fonction publique l'exercent de manière impartiale. Et donc, notre commission a fait plusieurs propositions, et notamment l'obligation pour tous ceux qui sont en charge des affaires publiques, comme on dit, encore une fois, au niveau local
ou au niveau national, de remplir 2 déclarations. Une déclaration d'intérêt et une déclaration d'activité. Une déclaration d'intérêt où ils indiqueraient quels sont les intérêts qu'ils peuvent avoir dans telle ou telle société commerciale ou société industrielle ou association. Déclaration d'activité, quels sont, en plus de leur mandat, par exemple de député, est-ce qu'ils sont avocats, est-ce qu'ils sont consultants pour un laboratoire pharmaceutique, est-ce qu'ils sont médecins, est-ce qu'ils sont professeurs de droit, bref, qu'ils remplissent 2 déclarations et que ces déclarations soient contrôlées par une autorité appelée de la déontologie de la vie publique, qui serait chargée de vérifier l'exactitude matérielle de ces 2 déclarations. Et dans l'hypothèse où ces déclarations seraient fausses, incomplètes, mensongères, la personne serait poursuivie devant les tribunaux et serait privée de ses droits civiques et par conséquent de la possibilité d'exercer une fonction publique. Je crois que c'est très important pour la qualité de nos démocraties que tout soit fait pour assurer l'impartialité dans l'exercice de la vie publique. Les citoyens ont besoin d'avoir confiance dans leurs institutions. Si les citoyens n'ont pas confiance dans leurs institutions, les institutions tombent. Et c'est l'anarchie, c'est le chaos, c'est la barbarie, c'est l'état sauvage. Il faut donc qu'il y ait des institutions, mais il faut que ce soit des institutions qui ne soient pas corrompues. Et il faut donc, et ça c'est important, il faut donc que le droit joue son rôle dans cette civilisation, dans cette amélioration de l'impartialité de la vie publique. Vous savez, je crois que c'était Montesquieu disait le principe de la monarchie, c'est l'honneur. Le principe de la démocratie, c'est la vertu. La vertu, alors au sens grec du terme, c'est-à-dire la capacité à dépasser ses intérêts privés et ses intérêts personnels pour ne servir que l'intérêt général. Eh bien, comme les hommes politiques, comme les hommes ordinaires, les hommes ne sont pas vertueux par nature. Ils le deviennent. Et ils le deviennent notamment par le droit. Il est donc important, et c'était la conclusion de la commission Jospin, il était donc important de mettre en place en France les mécanismes permettant d'améliorer un exercice impartial de la vie publique. Jürgen Habermas, filósofo alemão, fala sobre a necessidade de uma sinceridade, de uma transparência das instituições. Isso é essencial? C'est essentiel. C'est essentiel pour créer la confiance. Les citoyens, c'est très important, les citoyens délèguent leur pouvoir. Ils délèguent leur pouvoir. Ils donnent le pouvoir de faire la loi à une personne. Il faut donc qu'ils aient confiance dans cette personne. Et donc, la sincérité du vote, pas de trucage au moment des élections, la sincérité du vote et la sincérité dans l'exercice de la fonction sont les 2 conditions de la qualité démocratique d'un système, de la qualité démocratique d'une décision. Esse é o caminho para o futuro? Alors le futur, je crois qu'il faut l'imaginer dans cette convergence des constitutions. Et je crois que la constitution brésilienne donne cet exemple. Votre constitution de 1988, oui, je crois, oui. Votre constitution contient beaucoup d'éléments qui pourrait devenir demain cette constitution universelle, cette constitution de l'humanité qui donnerait aux citoyens à la fois la responsabilité de désigner ses représentants et le pouvoir de contrôler la sincérité avec laquelle ces représentants exercent le pouvoir. Jusqu'à présent, on a beaucoup insisté
sur l'origine du pouvoir. La légitimité était fondée sur l'origine du pouvoir et notamment l'origine électorale. Je pense que le futur fondera la légitimité sur le mode d'exercice du pouvoir. Bien entendu, il ne faut pas supprimer le droit de vote. L'origine du pouvoir restera un élément important de la légitimité démocratique. Mais on ajoutera un autre pilier, qui est le mode d'exercice du pouvoir. Un mode sincère, impartial. Et c'est ces deux éléments-là qui feront la légitimité démocratique de nos systèmes constitutionnels dans le futur. Professeur, j'ai l'honneur de vous connaître. Très bien, merci beaucoup. Muito obrigado. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Nós recebemos o jurista francês e autor da teoria da democracia contínua, Dominique Rousseau. Muito obrigado a você, amigo da TV Justiça, pela companhia, como sempre. E ajude a nossa equipe a fazer o Direito Sem Fronteiras. Mande a sua sugestão por e-mail, Direitos Sem Fronteiras, tudo junto, @stf.jus.br. E você pode rever este e outros programas da TV Justiça. Basta acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Até mais, tchau!